Alors, Jérôme Verger. Alors, ensuite, il y a Hélène Fréret des Jardins Partagés et Anne-Marie Piolet pour Terre de Liens. Donc, ma voisine. Alors, parlez-nous donc de ces jardins partagés. Ils sont où et comment ça se passe? Donc, Hélène Fréret, je fais partie du jardin partagé de Mondeville, mais je veux aussi parler au niveau du réseau des jardins partagés normands, qui est accompagné par l'ARDES. Donc, en fait, un jardin partagé, c'est un jardin sur lequel on va cultiver ensemble, on va partager la récolte, et tout ça, le réseau des jardins partagés est affilié au jardin dans tous ses états, qui est le jardin national, qui a une charte. Et donc, dans tous les jardins partagés, la charte, depuis le départ, c'est du jardinage au naturel. Et donc, du coup, les jardins partagés, ce sont des lieux où on va apprendre à se réapproprier d'où vient notre nourriture et comment la produire. Ce qui, pour beaucoup, c'est pas du tout évident. Ça va permettre aussi d'informer beaucoup les enfants. On a des classes qui viennent souvent sur les jardins partagés. On a beaucoup de gens qui passent pour qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous avez mis de la paille sur votre jardin, comment mon compost ne marche pas, comment marche le vôtre. Et donc ça devient des lieux aussi d'éducation au jardinage au naturel et de se réapproprier son alimentation. Nous, on a eu la chance à Mondeville d'être accompagnés par le Crépan. Je ne sais pas développer le nom du Crépan. Enfin, c'est une association d'environnementale cannaise qui, il y a encore quelques temps, jusqu'à l'année dernière, en fait, faisait des ateliers. On a eu des ateliers sur le paillage, sur le compostage, sur la rotation des cultures, etc. Ce qui nous a vraiment aidé à démarrer dans des bonnes conditions parce qu'on était... moi, je sais que j'ai vécu à la ville, j'ai très peu fait de jardinage, donc on a vraiment été accompagnés. Et ce qui est vraiment à soulever, c'est que maintenant, il n'y a plus cet accompagnement-là. Et pourquoi il n'y a plus cet accompagnement-là ? Parce que les subventions qui permettaient au Crépan d'employer un animateur pour justement accompagner, faire cet accompagnement, ces subventions ont été supprimées. Le financement venait de l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau a décrété qu'à partir du moment où les pesticides étaient interdits pour les jardiniers particuliers, il n'y avait plus besoin justement, au moment où il y a besoin de cet accompagnement, il n'existe plus. Dans le même ordre d'idée, on souhaitait au niveau de Mondeville être jardin test en fait. Et donc, même chose. C'est supprimé. L'animateur n'a plus la possibilité d'accompagner les jardins particuliers, les jardins de ville, en fait, même parce que c'est même aussi au niveau des communes, parce que la décision a été prise. Donc c'est vraiment complètement aberrant. Et pour continuer dans cette absence de diminution des subventions, donc l'association nationale, le jardin dans tous ses états, qui accompagne, qui est là pour amplifier le nombre de jardins partagés, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, est en perte de vitesse parce que les subventions ont été coupées, il y a quasiment plus d'animateurs. Donc, alors que c'est vraiment quelque chose qu'on voit à chaque fois qu'il y a un jardin partagé, c'est quelque chose, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu de formation, mais qui a besoin d'être accompagné, d'être formé, quoi. Et donc toutes ces sources-là qui paraissent évidentes, qui paraissent... c'est tout ça qui est supprimé. Donc il y a vraiment... Parce que je crois que vraiment l'objectif, si on pouvait arriver à ce que dans tous les quartiers, dans toutes les communes, il y ait des jardins partagés, c'est pas grand-chose, mais ça a un impact énorme sur la manière de se nourrir et sur la manière d'évoluer. Voilà. Alors ça, c'est une vraie question et effectivement, on voit aussi que le fait que les emplois aidés aient été supprimés, ça pénalise énormément les associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Et pas que dans l'environnement. Moi, je viens de l'insertion, on le subit aussi, mais du coup, je ne peux que partager ce triste constat. En revanche, sur les jardins partagés, en plus, je la lie à la thématique du logement, parce que c'est en remettant de l'espace, de la biodiversité, de la nature, via des jardins, justement, partagés dans les villes, parce qu'il faut le faire. Il faut remettre la nature aussi partout. C'est pas à nous de nous mettre partout, c'est à la nature d'être partout. Donc oui, on le lit, et pour moi, vous entendre, c'est des initiatives qui me nourrissent, parce qu'il y a des choses à faire, et du coup, c'est faisable.
c'est faisable. Encore une fois, manque de moyens, manque de soutien, manque d'investissement. Donc tu nous dis que tu n'es pas dans la thématique se nourrir, mais tu es dans celle se loger, que tu vas pouvoir faire le lien. Donc éventuellement, remettre la question aussi des subventions. Quoi, bien sûr. Et de toute façon, quand on parle de végétalisation, de naturation des espaces publics, des espaces de ville, ça passe forcément par de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre là-dessus. On le sait comme les dotations de l'État ont énormément diminué pour les communes, on voit bien aujourd'hui. Exactement. Bon, ok. Alors Anne-Marie, elle va nous parler de terre de liens, donc se nourrir et puis aussi un peu donner les moyens d'une autre production agricole. Alors, Terre de Liens, c'est une association nationale et 20 associations régionales. Le départ de l'idée, c'était de sortir la terre agricole de la spéculation foncière et pouvoir installer des jeunes et des moins jeunes, parce que récemment, on a installé quelqu'un de 50 ans qui se reconvertissait. Donc, voilà. Donc, souvent, ce sont des gens qui sont non issus du milieu agricole. Un nouvel acronyme, l'ENIMA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc on achète des terres agricoles. Alors ça peut être simplement de la terre ou des fermes complètes. Et tout ça en passant par de l'épargne citoyenne. Et on installe donc des agriculteurs en agriculture biologique, avec ce qu'on appelle un bail rural à clause environnementale. La problématique actuellement, c'est qu'effectivement, alors, pour sortir la terre agricole de la spéculation foncière, on achète les terres et on ne les revendra jamais. C'est-à-dire que les gens qui s'installent avec nous sont en location. Le jour où ils arrêtent, ça passe à quelqu'un d'autre. Aucune personne qui s'est installée avec Terre de Liens ne pourra racheter la terre sur laquelle il travaille. Donc, voilà. Donc, théoriquement, elle ne changera jamais de prix. Pour la problématique de la spéculation foncière, c'est que les prix des terres montent très vite. Récemment, on a vu du côté d'Isigny des terres qui étaient 10 000 € puis qui tout d'un coup passent à 12 000 € l'hectare. Voilà. Et actuellement, la grosse problématique, alors il y a un organisme dont vous avez dû entendre parler qui s'appelle la SAFER, qui théoriquement a une vue sur les terres agricoles. Et s'il y a plusieurs personnes qui veulent la même terre, c'est elle qui doit intervenir et choisir la personne. Pour contourner ça, de plus en plus de fermes, de terres, etc., ou de sociétés qui veulent acheter des terres, incitent les propriétaires à se mettre en société. Et du coup, on n'achète pas une terre, on achète des parts de société. Et personne ne peut intervenir sur des parts de société, surtout si on conseille à la personne qui est propriétaire d'une terre de garder une part, donc ça disparaît. Et du coup, ces terres, on se retrouve avec des fermes qui augmentent de plus en plus, des espaces qui augmentent de plus en plus, c'est de plus en plus difficile d'acheter. Et en plus, ça échappe à des agriculteurs qui veulent commencer à travailler en bio. On a entendu parler de terres achetées par les Chinois, c'est anecdotique, et ce n'est pas forcément eux qui achètent le plus de terres en France. Il y a des sociétés françaises qui ont des terres de façon importante. Et en général, ce n'est pas forcément pour faire de l'agriculture nourricière. Vous avez entendu parler des biocarburants, qui n'ont rien de bio, si ce n'est qu'ils sont végétaux. Tout à l'heure, on parlait des énergies renouvelables. Moi, je suis très questionneuse sur la méthanisation, parce que théoriquement, c'est pour utiliser des déchets. On a une de nos administratrices qui s'est trouvée dans un CDPNAF, dont c'est des organismes qui attribuent des terres. Et il y a des gens qui ont acheté de la terre pour cultiver du maïs, pour faire de la méthanisation. Donc, c'est ce qu'on voit sur le colza. Il y a beaucoup de colza par ici. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui va à l'alimentation. Donc, voilà. Il y a quand même une problématique là-dessus. Et en général, ce sont plutôt des sociétés qui achètent ces terres-là. Nous, on soutient un député qui s'appelle Dominique Potier, qui essaye justement de faire passer une loi pour protéger la terre agricole, la sortir justement de ces... pouvoir avoir une vue sur ces foutues sociétés qui achètent ces terres et qui sont en train de tout bouffer, en fait, et d'empêcher les gens de faire de l'agriculture de proximité, ce qui pour nous est important. Ce qu'on souhaite, c'est garder des terres, des fermes à taille humaine, pour que des gens puissent travailler et travailler en proximité, pouvoir alimenter. On avait un convertisseur alimentaire qui a été transformé en quelque chose qui s'appelle Parcelle.
Si vous allez sur le site Terre de Liens ou sur Parcelles, vous pourrez voir combien il faudrait d'agriculteurs autour de Caen pour alimenter la ville de Caen. Sachant que ça va aussi dans le sens du PAT, du projet agricole territorial de la ville de Caen, où ce qui est ressorti au bout de 2 ans d'enquête, c'est que les gens voulaient de l'agriculture bio et du bio. Enfin bon, je pense qu'il fallait peut-être pas 2 ans pour arriver à ça. On est arrivé à ça et ça va redémarrer. Donc ça, c'est un des points pour nous qui est important. Et un deuxième point, on travaille beaucoup avec l'agence de l'eau pour protéger les terres, pour protéger l'eau en installant des agriculteurs bio dessus. Et je pense que c'est aussi un sujet qui est très important. Et quand on voit ce qui se passe en Australie actuellement, ce qui se passe en Californie, l'eau a été privatisée. L'eau est devenue la même chose que de l'essence, du gasoil. J'entendais quelqu'un qui disait c'est la même chose, c'est sur des marchés. Ce qui fait qu'il y a des agriculteurs en Australie qui actuellement mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus acheter de l'eau pour leur... Mais c'est même en dehors de l'histoire des feux, c'est vraiment... Et on a la même chose en Californie, on a la même chose au Chili, c'est-à-dire que les gens, à la limite, l'eau qui coule du robinet, elle est au même tarif que l'essence. Enfin, c'est des sociétés, et des sociétés qui ne sont même pas des sociétés du pays qui achètent cette eau. Voilà. Ils se présentent comme des écolos. Ce sont des écolos libéraux qui achètent l'eau en Australie. Oui, théoriquement, c'est pour la protéger. Voilà. Donc, je pense que là aussi, c'est quelque chose. L'eau, la terre, l'air, c'est vraiment des choses vitales. Il faut absolument que là-dessus, il y ait des choses qui soient faites et qui protègent. On n'est pas encore concerné par ça, mais ça pourrait arriver. Alors, je me permets juste une petite question intermédiaire. Est-ce que vous avez abordé cette thématique un petit peu du bien commun, justement ? C'est vraiment ce qu'Anne-Marie vient de développer. Effectivement, on a abordé cette thématique du bien commun, de la préservation des espaces naturels. C'est une thématique qui est globale. Encore une fois, hein, on revient dessus, mais c'est une thématique qui est transcendante à beaucoup d'autres thématiques, parce que là, on est sur se nourrir, mais on le retrouve dans d'autres... exactement. Et pour info, du coup, on est en lien avec les différents groupes parlementaires, justement pour voir ce qui se prépare aussi. Parce que l'idée, c'est pas de refaire ce qui va être préparé, mais appuyer, en fait, on sera là pour appuyer, ou aussi parfois pour essayer de refaire passer ce qui n'a pas été passé. Un exemple, juste pour, mais qui n'est pas un rapport là tout de suite, c'est par exemple pour le plastique, on a vu la loi qui a été dénaturée, qui est passée à 2040. On va pas réinventer, on va juste reprendre, dire non, nous c'est 2025 ou 2020, enfin ou 2021, on est déjà en 2020. Mais donc voilà, c'est pour vous dire que on prend en compte aussi ce qui est fait par les parlementaires. Moi, il y a un autre point aussi que je trouvais très intéressant, c'était l'investissement citoyen. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est l'investissement citoyen, l'investissement tout court. C'est comment est-ce qu'on peut flécher l'argent pour les initiatives locales qui fonctionnent, qui permettent de se nourrir. Exactement. Et ça, c'est un vrai levier sur lequel on va appuyer, sur lequel on peut appuyer. Il y a d'autres leviers qu'on va pouvoir potentiellement réinterroger, comme la PAC, qui aujourd'hui ne va pas forcément vers les agriculteurs les plus vertueux pour l'environnement. Et vous l'avez dit très bien, les gens ils veulent manger bio, les gens ils veulent manger local aussi. Et ça, c'est pas forcément possible, il n'y a pas assez de maraîchers. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus rentable d'exporter que de consommer local. Et ça, il y a un vrai problème. Donc fortement, si on veut préserver notre environnement local, notre bien commun, là-dessus, faut y mettre des convictions et il faut y mettre un vrai engagement. Alors, se nourrir, c'est aussi aller faire ses courses. Hein. Donc, je vais passer la parole à Jérôme Verger, qui... Voilà, alors c'est le magasin Biocop de Mondeville, c'est ça, voilà, c'est récent. À Mondeville, il n'y a pas que des jardins partagés, il y a aussi un nouveau magasin Biocop qui est ouvert il y a 4 mois et demi maintenant, dont j'ai le plaisir d'avoir ouvert et de pouvoir aussi partager ce que sont les valeurs de l'enseigne Biocop auprès de la population de Mondeville et puis toute celle qui est autour. Hein. C'est pas très loin, hein, c'est à 5 minutes ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'enseigne Biocop, donc c'est un réseau de magasins qui maintenant a à peu près 30 ans d'existence et qui s'est construit sur le rejet de l'agriculture intensive et chimique, ce qu'on appelle conventionnel. Alors j'aime pas beaucoup ce mot-là parce qu'on n'a signé aucune convention avec cette agriculture et c'est assez gentil finalement de parler d'agriculture conventionnelle. Je l'appelle moi l'agriculture chimique et industrielle. Qui est très différente de l'agriculture que le réseau Biocop porte, qui est une agriculture paysanne et de proximité, et une agriculture biologique. Et ça, c'est à mon sens,
évidemment très important. Et l'enseigne Biocoop, depuis des années, travaille justement à changer les habitudes alimentaires en faisant des choix qui sont militants. C'est-à-dire qu'on est des commerçants, mais militants. Et on fait des choix parfois qui vont contre le commerce et qui vont contre notre intérêt de commerçant. Parce qu'on a bien conscience des enjeux environnementaux et conscience des enjeux notamment climatiques. Et nous, on n'a pas attendu de convention, hein, on le pratique et on le propose à nos clients et à ceux qui veulent bien effectivement faire cette démarche. Et c'est pas simple, hein, au quotidien. Tous les jours franchissent dans mon magasin des gens qui veulent acheter des tomates. Eh bien non, chez Biocoop, on fait le choix de proposer un assortiment de fruits et légumes de saison, parce que voilà, c'est ça le cycle naturel de notre environnement. Donc voilà, est-ce qu'on continue, alors c'est une proposition, est-ce qu'on continue justement à vendre des fruits hors saison? Est-ce qu'on continue à les faire importer du bout du monde? Voilà, c'est une vraie question. Voilà. Et ça peut être une proposition. Voilà. Et on s'interdit, nous, chez Biocoop, par exemple, aussi, d'importer par avion. Voilà. Aucune marchandise n'est transportée par avion, parce qu'on sait bien que c'est l'un des moyens de transport, évidemment, le plus polluant. Quand on s'approvisionne, d'abord, on a le réflexe du local, voilà ce qu'on peut trouver en local. Ensuite, on va en France. Ensuite, on va en Italie, en Espagne, et puis pas partout en Espagne, parce que, vous savez, on ne va pas en Andalousie, par exemple, parce que la mer de plastique, hélas, il y a des conditions sociales déplorables. Voilà. Et quand on veut aller... Alors, bien sûr, il faut aussi un peu de fruits exotiques. Hein, hélas, on ne peut pas se passer de la banane. Voilà, c'est un fruit qui est rentré maintenant dans les mœurs depuis il y a un siècle. Et les enfants adorent ça. Et les enfants adorent ça. Et donc, on ne s'approvisionne que dans l'hémisphère nord. Enfin, voilà, on va au plus près, voilà, pour justement diminuer notre impact carbone en tant que commerçant. On fait d'autres choix aussi militants. En 2017, on a décidé collectivement, puisqu'on est une coopérative, Biocoop est une coopérative, où sont associés à la fois les gérants de magasins tels que moi, des consommateurs par association, des agriculteurs aussi. Donc voilà, donc tout ça, cette communauté et tous les 2 ans, il y a une convention et on se réunit en assemblée générale et on fait des choix. Et il y a eu un choix très fort, très politique de la part du réseau Biocoop et de toute cette assemblée, de dire voilà, on va arrêter, ce qui n'est pas simple pour un commerçant, la vente numéro 1 en magasin, c'est-à-dire l'eau en bouteille. Pourquoi ? Parce que c'est une aberration environnementale incroyable. C'est-à-dire on met des tonnes d'eau en bouteille dans des camions des Alpes, des Pyrénées, je ne sais où, alors même qu'en fait, il suffit d'ouvrir le robinet. Bien sûr, il faut la filtrer. Enfin, on souhaite proposer des systèmes de filtration et on les propose parce que c'est la clé. Mais voilà, il y a des aberrations. Voilà. Et donc, on a fait des choix et on fait des choix et on n'attend pas forcément que les politiques nous les imposent. En tout cas, nous, on les propose, voilà, en magasin. Et c'est ces choix-là qu'on a fait. Quand on parle... Alors, se nourrir, c'est très important parce que finalement, c'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien 3 à 4 fois par jour. Voilà. Donc ça c'est... Un scoop. Et oui, mais on peut... Donc on a un impact très important sur l'environnement, en fait, 3 à 4 fois par jour, dans la manière dont on se nourrit, des choix qu'on fait dans la nourriture. Est-ce que je réduis ma consommation de viande, dont on sait qu'effectivement, elle est très énergivore, voilà. Et donc on va proposer aussi dans nos magasins des alternatives aux protéines animales. On va essayer de proposer des protéines d'origine végétale. Mais voilà, il y a tout un travail d'éducation, de transition alimentaire, parce que c'est pas simple forcément pour tout le monde. Et et moi je voudrais aussi parler, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est très bien que Terre de Liens soit là parce que tu fais la transition. Quand on se nourrit, il faut penser à qui nous nourrit. Sont les agriculteurs. Le réseau Biocoop, en fait, son objectif numéro 1, c'est de développer l'agriculture biologique en France. Et dans le monde, bien sûr. La notion de qui nous nourrit, voilà, c'est les agriculteurs. Le système agricole actuel fait que les agriculteurs se suicident
n'en vivent pas à cause justement aussi de ce système où la grande distribution, tout ce qui est pression sur les prix, donc il faut avoir conscience de ça et il faut changer notre système agricole qui ne soit plus exportateur parce que on n'a pas notre vocation n'est pas de nourrir la planète. Il faut laisser les autres se nourrir à côté de chez eux. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et je terminerai parce que ça semble être un axe important pour toi et pour moi aussi. Tu parlais il faut avoir la notion de justice sociale. Moi, j'enrage en tant que gérant de magasin spécialisé bio d'avoir des produits plus chers. Pourquoi ? Parce que la bio est plus chère, parce qu'on subventionne les cochonneries, l'industrie agroalimentaire, et ça, c'est pas normal. Voilà, ça, c'est une aberration. Voilà, et ça fait 20, 30, 50 ans que ça dure, et c'est pas normal. Voilà, et donc il faut arrêter de subventionner cette agriculture qui nous mène dans l'impasse, qui nous réduit la biodiversité. On avait un plan éco-phyto qui devait nous diminuer l'usage des pesticides. En réalité, j'ai appris, moi, et là, il y a plus 21% de vente de pesticides. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans une aberration totale. Donc, changement de système, et il faut effectivement rendre accessible la bio à tous. Voilà. Et ça, c'est un point très important. On fait notre part, mais il faut aussi que la politique appuie maintenant l'accélérateur. Oui, c'est un vaste sujet. Un très vaste sujet. Je peux te donner déjà 3 pistes à ce que tu viens de dire. Première piste, plus globale. Oui, effectivement, il faut manger de saison. Et ça commence, faut l'apprendre. Et donc, on va axer de nos propositions, je pense, sur l'éducation, l'information. Il faut qu'on réintroduise à l'école le fait de savoir quels fruits il faut manger à quelle saison, quel fruit vient de quel territoire. Parce qu'il faut le comprendre pour pouvoir le faire. Donc forcément, il y a quelque chose à jouer. Et en lien à ça, on a comme idée de mettre en place, comme aujourd'hui il y a le Nutri-Score pour savoir quel aliment est bon pour la santé, on voudrait mettre un éco-score pour pouvoir comprendre, parce que c'est très compliqué de savoir en fait, quand on est un simple acheteur. Moi quand je vais faire mes courses, je ne sais pas ce que je vais acheter, si ça vient de loin, ça vient de pas loin, quelle quantité emballage recyclé, le produit, comment il a été transformé. Donc on va essayer de mettre ça plus transparent pour que déjà les acheteurs puissent faire le choix en conscience. Et on l'a vu, le bio, parfois il est un peu plus cher, mais ça fonctionne parce que les gens commencent à prendre conscience. Et c'est aussi le fait que plus il y a de gens qui vont en acheter, moins ce sera cher à produire. Donc là-dessus, on retombera sur forcément des prix qui ne seront plus exorbitants ou plus hauts. Un dernier levier qui est en tout cas en réflexion, c'est le levier des financements. Pourquoi pas financer selon la distance ? C'est tout bête, mais c'est très important. Bah oui, forcément, les navets, c'est peut-être moins bon, mais on en a plein en Normandie et c'est de saison. Bah autant manger ça. On va arrêter de manger des fraises qui viennent d'Espagne ou des tomates qui viennent de l'autre bout du monde. Et pourquoi pas des TVA flottantes qui pourraient être selon la distance, avec bien sûr les contraintes que ça peut amener sur certains produits. Il y a beaucoup de choses à imaginer, mais ça fait partie des pistes, en tout cas, qui sont réfléchies. Est-ce que vous avez été amené à poser la question de l'alimentation sous le biais du risque que constitue cette alimentation entièrement dépendante du pétrole qui peut nous manquer pour des conflits géopolitiques, sociaux ou autres, ou par le pic pétrolier très brutalement ? Bonjour, moi je voudrais juste réagir aujourd'hui sur la méthanisation. Parce qu'il me semble que déjà il y a une loi qui dit qu'on peut méthaniser plus de 15% de la production agricole, le reste ça doit être du déchet. Mais il ne faut pas oublier que la méthanisation c'est aussi une production de gaz qu'on peut utiliser et qui peut être fait à partir de nos épluchures de patates ou à partir des bouts de stations d'épuration. Il n'y a pas que la campagne, donc il ne faut pas donner une image trop négative d'une source d'énergie dont on aura quand même mal à se passer. Oui, donc se nourrir en proposition, notamment on parlait d'artificialisation des sols, donc autour des grandes métropoles notamment, mais tout simplement c'est que donc à partir de là, pouvoir créer une loi qui permette aux communautés de communes, etc., de pouvoir créer on peut dire une réquisition des terres 15 km, pas un peu quand, ce serait 15 km autour, une capacité de réquisition dans le temps sur 10 ans, de façon à ce qu'on puisse installer par exemple les 200 agriculteurs qui ont besoin d'un camp minimum, Ouistreham c'est 5-10, etc. Et donc il faut une capacité bien sûr
législatives et de lois qui permettent alors cette réquisition ou cette accaparation de ces terres serait au prix normal de l'acquisition productive de ces terres, et surtout principalement qu'elles ne puissent pas être achetées par les communes naturellement, mais par les citoyens naturellement. Je suis actionnaire de Terre de Liens, donc je sais, mais ça demande une autre structure, organisation, c'est-à-dire ça demande une mutualisation financière pour que nous puissions être actionnaire ou tout moins sociétaire de 100 euros, 200 euros, 300 euros de ces terres, de qu'on puisse être réquisitionné de façon à ce qu'on puisse installer les agriculteurs. Mais quand on parle d'installation de jeunes agriculteurs, ça veut dire, moi j'ai fait l'enseignement agricole il y a très longtemps, ça veut dire tripler les nombres d'écoles d'enseignement sur 10-15 ans, parce qu'il faut installer 200 000 agriculteurs, ça veut dire phénoménalement changer l'enseignement agricole, changer en volume. On va dire ici, ça serait tripler l'école de Malto, etc., mais aussi changer de méthode. Donc là, c'est le premier point, c'est de réquisition des terres, une capacité juridique de réquisition des terres. Deuxième point, moi je travaillais sur l'agriculture biologique il y a très très longtemps. Je ne vais pas dire de juger les 5 directeurs d'INRA depuis 20 ans qui devraient être jugés, mais juste un dernier point, c'est que globalement, au sens de l'État, et donc de notre denier public, c'est-à-dire l'INRA, 50% d'investissement de nouveaux ingénieurs, c'est-à-dire des milliers d'ingénieurs, ce n'est pas des dizaines, c'est des milliers d'ingénieurs investis, formés en 5 ans pour devenir les tops du savoir sur les sols, de savoir seulement sur les sols, avec une organisation filière, quoi, avec les techniciens, les agriculteurs, mais aussi les jardiniers, pour avoir une capacité intellectuelle, une force de frappe intellectuelle, pour pouvoir faire changer. Autrement, ce serait du pipeau. Voilà, merci. Merci pour vos propositions très constructives. Donc, on a retenu la réquisition et puis autour de l'enseignement agricole. Il y en a une dernière. Juste une question pour totalement confirmer l'intervention de la représentante de Terre de Liens. Ingénieur agro, je dis d'où je viens et d'où je cause, ingénieur agro, militant CFDT, et anciennement chef du service agricole à la DDA du Calvados, y compris sur la problématique SAFER. Une proposition à Guillaume, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, qui est de plus communiquer de la part de la Convention, ce qui pourrait lui permettre éventuellement de recueillir via les réseaux sociaux, Internet, etc., plutôt que de dire dans des réunions où il y a 150 personnes, de réunir les retours et les propositions sur ce que vous allez faire de 60 millions de citoyens. Bien sûr. Et je m'arrêterai là. Ben, je vais vous répondre directement, très précisément. Il y a différents outils qui sont à votre disposition à tous. Il y a une plateforme dans laquelle on recueille des contributions de simples citoyens, comme vous, mais aussi d'organisations civiles. Par exemple, la CFDT nous a donné des contributions sur chacune des thématiques pour vous resituer. Donc chacun peut contribuer. C'est pas que sur les territoires, c'est aussi au niveau national. La proposition, elles peuvent venir de partout. Chacun se saisira des propositions qu'il arrive à avoir. Moi, j'essaye de regarder ce qui se passe sur Internet, mais aussi ce qui se passe vraiment en vrai. Mais j'entends bien. Mais on a les moyens, on a des plateformes. On a une plateforme, vous allez sur le site de la Convention citoyenne, et je vous dis, on a déjà eu des milliers de contributions, et des contributions qui parfois font des dizaines, voire des cinquantaines de pages. On les digère, et on les prend, mais on les lit toutes. En tout cas, ça, je vous le promets. Donc voilà. Alors nous, Alternatiba, on est content, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on est ravis qu'on soit plus de 150. Ça, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. On reproche beaucoup de choses à la SAFER, mais la SAFER se nourrit sur la bête. C'est-à-dire que la SAFER, pour pouvoir fonctionner, une partie de son budget de fonctionnement est un pourcentage du prix des terres qu'elle attribue. Donc, comment être indépendant dans ces cas-là, Je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire si on veut rendre cet organisme totalement indépendant. Bien sûr, de toute façon, je l'entends bien. Et ça revient, mais pas que sur la thématique de se nourrir. Il y a beaucoup d'organisations, d'institutions qui ont besoin, on va dire, d'un petit coup de pied. Parfois, je ne sais pas comment le définir, et je n'ai pas de solution, moi, aujourd'hui, à vous proposer. Exactement. Et pour reprendre, parce que moi sur les questions de méthanisation, je vais être tout à fait honnête, je les maîtrise très mal. Donc je préfère ne pas répondre, je préfère prendre vos informations, et du coup j'irai me renseigner auprès de mes collègues ou auprès de vous également si vous avez des informations à me donner.
Au niveau du pétrole et justement de l'utilisation des ressources pour l'utilisation, parce que moi je vois le pétrole, mais je vois toutes les autres ressources qu'il y a autour de la production agricole, il y a toujours deux tenants. Il y a le tenant de se nourrir tous et de se nourrir bien et de se nourrir local. Et c'est toujours compliqué d'essayer d'articuler les différents leviers. On a parfois du mal à se dire, oui, bah, il faut plus de pesticides, il faut plus rien. On l'entend très bien et en plus on le porte, mais on a aussi reçu beaucoup d'agriculteurs qui nous disent c'est compliqué si vous voulez vous nourrir local et vous nourrir de saison. Et on essaye justement de trouver les bons leviers qui permettent de faire les choses bien et de manière locale, mais on y revient toujours au même endroit, hein. Les très bonnes solutions, elles sont très compliquées à trouver, mais c'est pas pour ça qu'on ne fait rien dessus. Alors, juste une chose, on tourne un peu autour depuis le début, on le voit sur toutes les thématiques, c'est que même quand il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, comme la méthanisation, c'est détourné pour faire du fric. C'est détourné au profit de... voilà, au lieu de traiter les déchets, bah finalement, on cultive du maïs pour mettre dedans. Hein. On est dans la même, comme dans la ferme des 1000 vaches, etc. C'est certain, c'est certain. Et notre vraie problématique, c'est d'utiliser le système, parce que je ne crois pas que le président accepterait un référendum sur un changement de système. Je ne suis pas certain qu'on puisse le proposer. Voilà, non mais je préfère reposer la chose. En même temps, tu as bien conscience que c'est au cœur quand même de Exactement. tout ça, quoi. C'est au cœur. Mais nous, nos leviers vont être d'utiliser ce système et de le rendre le moins malléable possible pour qu'il y ait le moins de détournement possible. Ça passera peut-être par du service public, ça passera peut-être par justement une reprise en main de l'État sur certaines questions, ou une reprise en main du local, pourquoi pas. Mais oui, c'est là-dessus, moi je sens bien la complexité, et là-dessus, encore une fois, hein, nous ne serons pas l'alpha et l'oméga de tout le changement de système. Je lis bien ce qui a marqué derrière moi. Malheureusement, nous ne serons là que pour donner une impulsion. Bon, enfin, c'est toujours bien d'en avoir conscience. Merci à nos intervenants sur cette thématique très dense et très nourrissante.